Si on Rezé, en Loire-Atlantique maintenant, le 28 mars, Pauline, une jeune femme de 20 ans, se présente à la gendarmerie. Elle souhaite en fait porter plainte contre son ancien coach de moto. Pauline est une passionnée de cross et à l'âge de 15 ans, elle rejoint d'ailleurs le célèbre centre d'entraînement de Michel. Mais très vite, son rêve tourne au cauchemar. Les entraînements sont intensifs et l'adolescente souffre du dos. Sous prétexte de vouloir la soulager, son coach lui propose alors de la masser. Mais les choses dérapent, l'homme lui touche les fesses et l'adolescente est sous le choc. Au fil des jours, Pauline se retrouve complètement sous l'emprise psychologique de son coach qui ne cesse de l'humilier. Et pour elle, ce n'est que le début du cauchemar, car plusieurs mois plus tard, les faits s'aggravent encore. Un jour, Michel bloque son élève contre le frigo. Il lui impose de baisser son pantalon et il la viole. Après la plainte de la jeune femme, Michel est placé en garde à vue, mais il nie les faits. Faute de preuves, il est donc relâché. Pour Pauline, c'est le choc. Elle décide de contacter la Fédération nationale de moto, mais son appel reste vain. Pourtant, elle reçoit un témoignage d'une autre pilote. À l'époque, Julie aurait également été agressée sexuellement par le même coach. Après la mise en examen de Michel et son placement sous contrôle judiciaire, les enquêteurs de Rezé convoquent son épouse. Elle est en colère. Elle est en colère, mais pas contre Michel. Elle est en colère contre Pauline. Elle est à ce moment-là un soutien pour Michel. Je pense qu'elle veut sauver les murs et elle veut sauver sa vie et qu'elle ne peut pas imaginer que son mari puisse être coupable des faits décrits. Mais lorsqu'elle est interrogée sur la fameuse cicatrice de son mari, l'épouse botte en touche. Elle ne veut pas décrire cette cicatrice en expliquant que leur relation se déroulait dans le noir, mais que tout allait bien, que c'était une vie de couple épanouie, mais que cette particularité, elle n'arrivait pas à la décrire. Suite à ce nouveau témoignage, les enquêteurs placent de nouveau Michel en garde à vue. Alors que l'homme de 55 ans continue de nier en bloc, les gendarmes ressortent un élément jusque-là gardé sous silence. Pauline, elle a réussi à décrire quand même un élément du corps de Michel précisément, une partie du corps qui n'est vue que lors de rapports extrêmement proches et intimes. Une cicatrice qui se trouve au niveau des testicules de Michel puisqu'il avait été opéré quelque temps avant. Quand on a 15 ans, il y a des choses qui frappent et qui marquent la vie. Même si à l'époque, je débutais ma vie sexuelle, j'avais jamais eu affaire à des parties intimes d'un homme de son âge. Et oui, en effet, ça marque. Mais en garde à vue, Michel ne se démonte pas. Il trouve une excuse en indiquant qu'il a parlé de cette cicatrice à l'un des stagiaires. Et que ce serait ce stagiaire qui aurait répété à Pauline, et que donc, c'est pour ça qu'elle est au courant. Malgré ces justifications, Michel est mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans le 8 mars 2012. Comme le veut la procédure, le directeur du centre de pilotage est expertisé par un psychiatre. Il n'y avait pas de pathologie, aucun élément qui permettait de dire que Michel pouvait être caractérisé ou qualifié de prédateur. Contre toute attente, Michel va livrer au cours de cet entretien une nouvelle version des faits. Il reconnaît les massages, mais malgré ça, il ne reconnaît pas l'agression sexuelle. Il a commis une faute, mais c'est une faute, je dirais, morale pour lui, pas une faute juridique. On est dans une explication qui relève de la franche camaraderie. Michel l'explique sur ce terrain-là. On est entre sportifs. Il n'est pas question d'hommes et de femmes. Il est question de deux compétiteurs. Et c'est cela, en fait, que Michel essaye aussi de faire passer à ce moment-là en disant que non, lui, finalement, pratiquement, il ne s'est même pas rendu compte qu'il faisait un massage à une jeune fille, puisque c'est un sportif professionnel ou un compétiteur qu'il est en train de masser.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Avec nous en direct sur ce plateau, Maître Benjamin Gelaer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'avocat de Julie, qui est la deuxième fille qui a été victime des agissements de Michel. Je voudrais qu'on dise d'abord un petit mot sur Michel pour bien comprendre en fait dans quel contexte on était. C'est un contexte un peu particulier parce que Michel était vraiment au-dessus de tout soupçon. C'était un ancien sportif. Il avait fait le Paris-Dakar. Il avait monté ce centre qui était un centre qui avait l'agrément du ministère. C'était quelqu'un qui était très imposant au sens psychologique. Exactement. Alors, Michel, si vous voulez, c'est un éducateur qui s'occupe de ce pôle qui est le pôle d'excellence, en fait, qui est labellisé en tout cas pôle excellence et l'agrément pôle excellence de la Fédération française de moto. Et Michel, c'est un peu, si vous voulez, la star du milieu de la motocross, puisque c'est quelqu'un qui est extrêmement connu dans le milieu. C'est quelqu'un à qui on fait toute confiance pour former les jeunes hommes et les jeunes femmes pour devenir des athlètes de haut niveau. Michel, l'éducateur, c'est également quelqu'un, par exemple, à qui on fait confiance, on y reviendra notamment en 2014, pour recevoir en grande pompe les homologues chinois dans le cadre de partenariats pour vraiment... Michel, si vous voulez, représente le savoir-faire français en matière de formation des athlètes de motocross. Donc c'est vraiment une personnalité... la personnalité la plus importante dans le milieu sportif en motocross. Ce qui veut dire aussi que personne n'a de soupçons ou d'entendu de choses sur lui à ce moment-là? Alors, si vous voulez, les premiers faits s'agissant de Pauline, qui est la première victime, c'est 2007-2008, et moi, ma cliente Julie, c'est 2009-2011. Pour la première fois, c'est Pauline qui va évoquer les faits en janvier, le 4 janvier 2011. Pauline n'en peut plus et elle profite en fait de l'avenue du DTN, qui est le directeur technique national adjoint. C'est le numéro 3, très précisément, de la Fédération française de moto. Le DTN vient sur un événement, Pauline le rencontre et lui dit le 4 janvier, écoutez, je n'en peux plus, j'ai été victime de faits de viol et d'agression sexuelle de la part de Michel, cet éducateur. Et pour la première fois, la parole se libère. Immédiatement, ce numéro 3 de la Fédé indique, donc ça ressort de l'enquête criminelle de la cour d'assises. Moi, j'étais pas en charge du dossier d'assises, mais je m'occupe du second volet, le volet de la responsabilité de la Fédé. Le numéro 3 va voir le président de la Fédération française, puisque dans son audition, le numéro 3 dit aux gendarmes, dès le 4 janvier, dans la foulée, j'ai été voir le président de la Fédération française de motocross et je lui ai indiqué ce que je venais d'entendre. Ce qui veut dire action rapide. Exactement. Dans le cas présent. Le numéro 3, très rapidement, transmet l'info au numéro 1. Le président de la Fédé, il transmet également l'info au numéro 2. Donc ça, c'est l'enquête pénale qui le révèle, puisque numéro 1, numéro 2, numéro 3 de la Fédé ont tous les trois été entendus dans le cadre de l'instruction criminelle. Et néanmoins, il va falloir attendre de nombreuses années, puisque finalement, cette plainte va mettre un certain temps à prospérer. Et ce n'est qu'en 2014 que ma cliente, Julie, va venir se constituer partie civile sur cette plainte. Parce que Julie, si vous voulez, c'est aussi important de le souligner, sa parole va peser pour la poursuite de l'affaire pénale. Mais ce qui est étonnant, maître, c'est que vous nous dites le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3 sont au courant. Donc on peut imaginer que tout de suite, il y a une enquête, tout de suite, on s'intéresse à ce qu'il fait. Est-ce que c'est le cas ? Alors absolument pas, si vous voulez, c'est ce qui a choqué, moi, c'est absolument ce qui m'a sidéré. Quand j'ai pris connaissance en fait du dossier pénal, j'ai été sidéré de lire les auditions du numéro 1, surtout le président de la Fédération. Et c'est sidérant, mais je vais y revenir, mais surtout, j'ai pas été le seul à être sidéré, puisque l'avocat général, qui est le procureur de la République devant la cour d'assises, l'avocat général a lui-même, dans ses réquisitions aux assises, indiqué que s'il avait été juge d'instruction dans ce dossier, on aurait retrouvé dans le box des accusés les représentants de la Fédération française de moto. Ça n'a pas été le cas. Et par exemple... Mais ça veut dire qu'il va continuer à exercer, il va continuer à être reconnu, il va continuer à avoir les agréments nécessaires, malgré ce qui a été dit. Exactement. Pour la chronologie, si vous voulez, en septembre 2012, le président de la Fédération française est entendu, donc un peu plus d'un an et demi à peu près après la première plainte, et le président de la Fédé dit sans gêne, oui, j'ai été informé dès le début de l'année, dès janvier 2011, non, je n'ai rien fait, et pire, il vient indiquer expressément, j'ai donné pour instruction à l'ensemble de mes équipes de ne rien faire, de ne surtout pas parler du problème. Mais pourquoi ? Parce que sa seule réponse, elle laisse quand même pantois. Il vient dire, le président de la Fédé, à l'époque, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de plainte pénale, moi, je ne fais pas œuvre de justice. Et s'il n'y a pas de plainte pénale, ce n'est pas à moi de régler le problème. Il indique même qu'il attend... Juste, excusez-moi, maître, mais c'est intéressant ce que vous dites, mais est-ce qu'il a tort ? Est-ce que c'est à la Fédération de faire justice? Alors oui, il a tort, si vous voulez, parce que la Fédération française de moto, comme toutes les fédérations françaises, ce sont des entités publiques qui sont en charge de l'exécution d'une mission de service public. Et toute personne qui est en charge de l'exécution d'une mission de service public, un président de fédération,
un fonctionnaire. Fonctionnaire, ça va de celle qui est à l'accueil dans les mairies au plus haut niveau de l'État, hein, d'accord. Il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui impose à toute personne qui est chargée de l'exécution d'une mission de service public, ce qui est le cas des fédérations sportives, de transmettre sans délai au parquet et au procureur de la République toute information susceptible de constituer un crime ou un délit. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû, eux, transmettre ces informations au parquet? Exactement. C'est-à-dire que dès le 4 janvier 2011, le DTN adjoint, entre guillemets, c'est le seul qui a fait la navette d'information au président, mais il aurait même dû lui-même, le DTN adjoint, écrire au parquet. Et le président, lorsqu'il est informé aux alentours du 10 janvier 2011, il aurait dû tout de suite, si vous voulez, c'est pas à lui de faire le tri en ce qui est c'est grave ou pas. Hein. Mais on peut se demander aussi pourquoi Pauline, elle, n'a pas porté plainte. À partir du moment où elle alerte les autorités du monde de la moto, pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas plainte au même moment? Alors, si vous voulez, initialement, sauf de ma part, la première plainte est déposée par Pauline, la première victime, hein, celle de 2007-2008, le 28 mars 2011. Moi, ma cliente, dans un premier temps, évoque la difficulté, mais c'est vrai que c'est très difficile on le sait, on le voit notamment dans l'actualité récemment, c'est très difficile, si vous voulez, que la parole se libère. Et finalement... Mais justement, c'est pour ça, et c'est pas du tout un reproche, bien évidemment, pour les victimes, mais c'est pour essayer de comprendre, parce qu'elle fait le pas, en fait, d'en parler. C'est pour ça, donc on se dit, à partir du moment où elle en parle, en plus à la hiérarchie du monde de la moto, on aurait pu imaginer que la plainte suivait dans la foulée. Alors, il y a deux acteurs, il y a deux victimes, hein, il y a Pauline et Julie. Moi, concernant ma cliente Julie, si vous voulez, elle, effectivement, dans un premier temps, va évoquer ces faits. Et ce qui va amener ma cliente à l'époque de se constituer partie civile, c'est-à-dire de venir en fait, remettre un pied dans la procédure pénale pour être associée au procès d'assises, c'est qu'elle suit une formation pour devenir fonctionnaire de police. Et c'est très parlant, c'est qu'effectivement, c'est au cours de ces cours qu'elle devient fonctionnaire de police, où elle prend le courage, si vous voulez, de faire preuve de résilience pour s'associer à cette démarche. Et juste pour en terminer effectivement sur le rôle de la fédération, il faut noter que plainte en mars 2011, 2014, Michel reçoit les caciques de la Fédé avec les homologues chinois pour faire valoir son savoir-faire. 3 ans après la plainte. 3 ans, et tenez-vous bien, 2017, pour la première fois en 2017, la Fédération française de moto retire l'agrément à ce centre. Donc 6 ans après. 6 ans après. Pourquoi est-ce qu'il retire l'agrément au centre, alors même qu'il y a déjà eu un premier procès d'assises et que le second est en attente? Cet agrément est retiré uniquement parce que Mediapart fait une enquête extrêmement bien ficelée sur ce qui se passe au sein de ce centre. Et donc il faut attendre en réalité un article de Mediapart pour que l'agrément soit retiré 6 ans après. C'est édifiant. Et d'un mot, maître, on en est où là? Alors là, si vous voulez, nous avons engagé la procédure administrative en septembre 2019. Il y a une spécificité en matière administrative très rapidement. On ne peut pas aller directement devant le juge administratif. On est obligé d'abord de tenter une démarche amiable. On a écrit en septembre 2019 à la Fédération française de moto, qui nous a répondu dans un courrier qui est on va dire, du même acabit que le reste, 3 lignes. Nous sommes surpris sur le fond de votre demande. Nous ne donnerons pas suite à votre sollicitation. Le tribunal administratif aujourd'hui de Paris, qui a transmis à Cergy Pontoise, le dossier est en cours d'instruction, donc nous attendons. Ça fait 1 an et demi, on n'a toujours pas la moindre ligne de la part de la Fédération. On espère que ça va faire bouger les choses, en tout cas peut-être d'être venu là. Merci maître Benjamin Gelaher d'être venu.